Bonjour, vous tous que nous suivez partout dans le monde sur Congo Yassika 1 télévision et sur le net sur congoyassika1.com. Je vous salue. Comme vous le constatez, j'ai à ma droite le docteur Franck Otete, une personne qu'on ne peut plus présenter, le porte-parole de Filimbi, chargé de stratégie. Docteur Franck Otete, bonsoir. Bonsoir, docteur Philippe. Oui, docteur Franck Otete. Nous avons dernièrement vu à Bunia, il y a eu des arrestations de jeunes, la campagne Bye Bye Kabila. La campagne Bye Bye Kabila qui a commencé à Bunia au lieu de commencer à Kinshasa. Et cela est de votre ressort. Ce sont ces jeunes qui suivent le mouvement Filimbi, Lucha et tout ça. Ils ont été arrêtés. 5 d'entre eux étaient arrêtés, pas plus loin que hier. Qu'en pensez-vous de cela? La campagne Bye Bye Kabila, c'est quoi? Quelle est votre lecture, évidemment, par rapport à ces arrestations de ces jeunes à Bunia? Merci beaucoup, docteur Philippe. Et je sens que c'est plusieurs questions à la fois. Ça bouillonne et ça bouge. Exactement. Ça bouillonne même il y a tellement de questions à vous poser. Dans votre expression et je comprends cela. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Comme je le disais la fois dernière, plusieurs personnes, plusieurs jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'essentiel. Il est très important qu'en ce moment, nous soyons concentrés par rapport à ce qui se passe au Congo. Et c'est à nous qu'il revient de pouvoir changer cette situation dans notre pays. Oui, je reviens sur cette arrestation des jeunes à Bunia qui est tout à fait inacceptable, une situation injuste. Ces jeunes ont lancé ce que nous appelons la campagne Bye Bye Kabila. Cette campagne a été lancée dernièrement, c'était le 24 novembre à Kinshasa, par Lucha et Filimbi et les jeunes du Rassemblement et les jeunes des autres partis politiques de l'opposition. Ce mouvement vise à pouvoir rappeler, si pas demander au président Kabila, qui est à son deuxième et dernier mandat, que ce 19 décembre 2016 est bel et bien le dernier jour de l'exercice de son mandat à la tête de la République démocratique du Congo et qu'après ce jour, le président Kabila devra laisser la place à la personne qui devra lui succéder pour que nous puissions bel et bien, comme la Constitution le demande, opérer ce que nous appelons l'alternance en République démocratique du Congo. Donc, ces jeunes ont été arrêtés alors qu'ils lançaient cette campagne à Bunia et 5 d'entre eux ont été arrêtés. En ce moment, nous pensons qu'ils sont entre les mains de l'ANR qui excelle maintenant à avoir des prisons secrètes. C'est quelque chose d'étonnant. J'aimerais quand même aussi signaler au peuple congolais, l'ANR normalement est censé de s'occuper des étrangers. Le service de l'ANR ne peut pas arrêter les citoyens, les nationaux comme on les dit. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi l'ANR doit arrêter les nationaux? Or, leurs compétences ne les permettent pas d'arrêter les nationaux. C'est une question vraiment qui mérite d'être posée. D'ailleurs, je suis en train de me demander si les services officiels de l'État ne sont pas en train de changer leur job description. On a vu par exemple dernièrement les policiers qui maintenant, au lieu de veiller à la sécurité des Congolais et de leurs biens, passent maintenant de longues heures sur des matchs, sur des terrains où on planifie des manifestations. Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train d'arriver dans cette République. D'une part, le président s'accroche au pouvoir, ne voulant plus lâcher le pouvoir par rapport à ce que demande la Constitution. D'autre part, les policiers qui vont commencer à passer de très longs matchs sur des espaces. L'ANR qui, au lieu de pouvoir jouer son rôle d'une intelligence bien structurée, bien orientée par rapport aux points stratégiques que la République démocratique du Congo peut viser pour son développement. Aujourd'hui, l'ANR se destine à pouvoir tout simplement bâillonner, tout simplement museler la jeunesse congolaise qui aujourd'hui est en train de pouvoir demander une seule chose: son épanouissement au travers du respect des principes et des lois de la République démocratique du Congo. Voilà, donc, comme vous venez de le dire, les arrestations, on le voit, le pouvoir ne réagit pas par rapport à toutes ces arrestations, par rapport à toutes ces réclamations plutôt. Et dernièrement, il y a Fred Baouma, que vous connaissez bien, de Lucha, représenté au Congrès américain, qui s'est exprimé. Vous ne pensez pas que
le fait de parler, continuer à parler, à réclamer, à expliquer, à détailler tout ce qui se passe au pays, jusque-là, n'a jamais rien apporté. Bien au contraire, docteur Philippe. Moi, je pense que la jeunesse congolaise est vraiment sur la bonne voie. La jeunesse congolaise est debout, déterminée, consciente des enjeux de l'heure et en train de remplir vraiment sa mission. Je suis particulièrement fier de ce jeune Fred Bauma. Fred Bauma qui du reste, pour le rappel, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, a été arrêté en ma présence dans ce 15 mars 2015, donc soit l'année passée, alors que nous étions en train de mettre ensemble en place ce mouvement Filimbi qui a été destiné à être la bannière de tous les mouvements de la jeunesse congolaise par rapport à militer pour notre liberté. Donc ce jeune Fred qui, malgré qu'il a passé 18 mois en prison, dès qu'il a été libéré, Fred ne s'est pas précipité à aller se reposer chez lui. Fred s'est souvenu de sa mission d'un porte-parole de cette jeunesse continuellement maltraitée en RDC. Et Fred s'est retrouvé devant le Congrès américain, particulièrement dans la commission qui est chargée des droits de l'homme. Il a porté au devant de cette commission les aspirations de la jeunesse congolaise aujourd'hui, aspirations qui veulent que le monde entier, à commencer par New York, où nous avons les institutions qui représentent les accords internationaux, et aussi devant ces sénateurs américains qui sont des porte-paroles d'une nation qui aujourd'hui porte l'exemple de la démocratie mondiale, Fred Bauma a porté un seul message. Il a dit à ces sénateurs que nous ne voulons pas que le Congo puisse subir ce que nous pouvons appeler la burundisation. Aujourd'hui, on voit qu'au Burundi, Pierre Nkurunziza a forcé la main. Aujourd'hui, après avoir forcé la main aux élections qui allaient tout à fait à l'encontre de ce que leur constitution demandait, de ce que les accords d'Arusha demandaient, aujourd'hui, on voit que Burundi est un pays pratiquement ingouvernable, un pays vraiment qui est en train de sombrer dans le chaos. Ce que Pierre Nkurunziza a fait n'a été bon ni pour lui, ni pour le peuple burundais. Donc, ce que Fred a essayé de rappeler et de demander aux sénateurs américains, c'est qu'aujourd'hui, la situation en République démocratique du Congo risque de tourner dans le chaos si le président Kabila persiste dans sa volonté manifeste d'aller au-delà du 19 décembre et de persister à être le président au-delà de cette date-là que la Constitution lui interdit de faire. Alors donc Fred Bauma demande aujourd'hui à la communauté internationale, aux États-Unis et à toutes les nations du monde représentées de cette manière-là, de pouvoir agir en prévention, de ne pas attendre la situation pourrir et venir chercher à éteindre le feu comme on est en train de voir maintenant se passer au Burundi. Mais jusqu'où on va y arriver, jusqu'où on va aller, jusqu'où cela prendra petite fin. Parce que de l'autre côté, Fred Bauma est parti au Congrès américain. Le mouvement Filimbi continue à exister, Lucha et tout ça. Nous voyons M. Boshab, Evariste Boshab, qui est le ministre même des Affaires intérieures oui, de notre pays, du Congo, qui interdit des manifestations comme ça, des manifestations citoyennes. Et nous avons vu même une lettre adressée au gouverneur de toute la province du Congo, interdisant ce genre de manifestations et des groupes bien spécifiés. On a cité Filimbi, Lucha et tout ça. De l'autre côté, vous allez au Congrès américain, de l'autre côté, vous manifestez à Bunia, de l'autre côté, vous parlez de ceci et le gouvernement en place interdit cela. Pourquoi ne pas se structurer par rapport aux normes de la République, aux lois du ministère de l'Affaires intérieures pour essayer de faire une manifestation pacifique telle que vous l'aurez souhaité par exemple? Oui, en fait, l'histoire de cette lettre du ministre Boshab, en fait, moi, au départ, je dirais que cette lettre est en train de transmettre beaucoup plus un malaise qui est déjà dans la gestion même du ministre Boshab par rapport à cette question. Au fait, si vous lisez la lettre, vous voyez que de un, il est en train de reprocher au gouverneur de province de ne pas pouvoir lui avoir envoyé depuis 2015 la liste des organisations enregistrées dans les provinces. Et de deux, il s'en prend à ces gouverneurs
Parce que selon lui, ils usent de la complaisance, ils laissent œuvrer dans leur territoire des organisations qui seraient anarchisantes, pour citer son propre adjectif. Moi, je pense qu'il y a un malaise d'abord de gouvernance, du fonctionnement entre les gouverneurs de province et le gouvernement central. Je pense qu'ils ne s'entendent pas par rapport à ce qui se fait, mais je pense que ce malaise vient principalement du fait que ce que le ministre Bochab est en train de demander, c'est une chose qui ne peut pas se faire. En fait, le ministre Bochab est en train de demander que la jeunesse congolaise tout entière ne puisse plus exercer ses droits. Parce que ces gouverneurs, quand ils vont approcher cette jeunesse de Filimbi, cette jeunesse de Lucha, pour lui empêcher d'exercer ses droits, ils vont se trouver en présence de toute la jeunesse de leur quartier, de toute la jeunesse de leur commune, de toute la jeunesse de leur province. Donc, ce que le ministre Bochab est en train de demander n'est pas faisable. Aujourd'hui, la jeunesse qui est révoltée par rapport à la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo, c'est toute la jeunesse congolaise. Et la jeunesse représente 60% de la population. Donc, il y a des lois juridiques qui vous permettent de vous enregistrer pour mener à bien ces genres d'associations, ces genres d'activités. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé les semaines dernières à Kinshasa lorsqu'on planifie une manifestation sur un terrain, sur un endroit. On va trouver des footballs improvisés de très longue durée. De la même manière, aujourd'hui, s'il y a une structure comme Filimbi ou comme Lucha ou une autre nouvelle structure qui veut se mettre en place pour exprimer les aspirations des Congolais, on va bloquer cette structure-là. Les seules structures que l'on voit... Vous avez déjà essayé? Oh, mais on a vu plusieurs fois. Mais je vous parle de demandes de manifester qui n'ont pas pu être autorisées. Aujourd'hui, les seules organisations qu'on autorise, c'est des organisations comme Ujana, par exemple, quand on sait que c'est un conglomérat des jeunes qu'on organise juste pour empêcher, pour contrer les vraies aspirations qui viennent de la jeunesse congolaise. Vous allez entendre aujourd'hui, on met Ujana, c'est une façon de pouvoir instrumentaliser la jeunesse contre la jeunesse. Mais ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Ça ne marchera pas parce que aujourd'hui, dans la correspondance de Bochab, vous n'allez pas voir l'existence de Ujana à Uvira, l'existence de Ujana à Lubumbashi, l'existence de Ujana à Kananga ou à Isiro ou n'importe où. Mais aujourd'hui, Bochab est préoccupé parce qu'il voit qu'il y a Filimbi à Bunia, Filimbi à Goma, Filimbi à Bukavu, Filimbi à Kananga, Filimbi à Kinshasa. Ça veut dire que Filimbi, Lucha sont en train de refléter aujourd'hui les aspirations et les attentes de la jeunesse congolaise. Et eux, ils sont en train de fabriquer de faux mouvements comme Ujana pour pouvoir opposer la jeunesse entre elles. Ça ne marchera pas, parce que ce que la jeunesse attend aujourd'hui est bien connu, c'est l'alternance au pouvoir, et cette jeunesse le demandera, et cette jeunesse ne s'arrêtera, ne se laissera pas arrêter par quoi que ce soit, tant que cet objectif ne sera pas atteint. En parlant de Ujana en question, bon, Ujana accuse Filimbi même de pouvoir être manipulé par les Occidentaux. Vous êtes considéré parmi d'autres jeunes comme étant de traîtres. Est-ce que vous êtes réellement manipulé? Moi, je pense que ces accusations participent tout simplement de la stratégie du gouvernement actuel de pouvoir museler la jeunesse, de pouvoir empêcher tout ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, il faut être fier du niveau de conscience, du niveau d'éveil, du niveau d'expression de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on parle d'une jeunesse qui œuvre dans Lucha, qui œuvre dans Filimbi, qui œuvre dans Azado, qui œuvre dans beaucoup d'autres partis politiques de l'opposition qui aujourd'hui sont en train de rejoindre cette tendance. Cette jeunesse aujourd'hui est une jeunesse qui est tout simplement branchée, connectée et surtout consciente du monde dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est interconnecté. Le Congo fait partie de la communauté internationale. Le Congo a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Congo a ratifié des conventions internationales. Donc, aujourd'hui, dire que la jeunesse de Filimbi ou de Lucha est en train d'accuser son pays ou les autorités congolaises auprès des instances internationales, non, cela n'est pas vrai. Aujourd'hui, cette communauté internationale est faite d'un ensemble d'instruments, dont par exemple la charte par rapport aux droits humains, par rapport aux droits économiques, par rapport aux droits sociaux, par rapport aux droits politiques. Ce sont des éléments qui ont été convenus de commun accord pour qu'ils soient comme un socle commun, une base commune, comme une sorte d'étalon
pour pouvoir juger du fonctionnement normal des États. Donc, l'exemple que je donnerai, puisque je suis médecin, c'est du thermomètre. Aujourd'hui, de manière conventionnelle, on a inventé le thermomètre pour juger de la température, par exemple, d'un corps humain. On sait que la température normale va être à 35, à 37 ou 36,5, 37. Aujourd'hui, lorsque je prends le thermomètre et que je mesure la température chez vous, je la trouve par exemple de 38,5, tend vers 40, vous n'allez pas vous fâcher contre le thermomètre et le casser parce qu'on a trouvé que vous avez une température inappropriée. C'est ce qui se passe au Congo. Le Congo est en train de se dévier par rapport au fonctionnement normal, à la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, ce que la communauté internationale est en train de dire, et ce que la jeunesse responsable est en train de constater, c'est juste d'évoquer ces instruments internationaux, d'évoquer toutes ces bases communes sur lesquelles les États se sont entendus pour dire, voilà, nous sommes en train de nous écarter de ceci. Donc, aujourd'hui, la colère des autorités congolaises par rapport à cette action de Filimbi ou de Lucha, c'est comme une colère de quelqu'un qui casse le thermomètre lorsque sa température, il constate que sa température est complètement élevée. 19 décembre, docteur Otete. 19 décembre, maintenant nous voyons la campagne Bye Bye Kabila qui est un peu coincée par-ci par-là. Aujourd'hui, il y a un gouvernement, un ministre sorti de l'UDPS, si je peux le dire comme ça. L'UDPS, donc la partie politique qui est un peu plus près du peuple, et apparemment, M. Etienne Tshisekedi n'est pas en accord avec Sami Badibanga, qui est ressortissant de l'UDPS, entre guillemets. Pensez-vous que le 19 décembre sera encore un carton rouge? Est-ce que cela est-il encore possible pendant que tout ce monde de l'opposition maintenant assoiffé du pouvoir sont maintenant en place pour exercer un mandat d'une année? Merci beaucoup. Je pense que vous nous ramenez à cette situation de Premier ministre Sami Badibanga. Si je dois parler de lui aujourd'hui, on doit parler de lui comme membre de l'UDPS, on doit parler de lui comme opposant. Je ne sais plus où m'en tenir parce que je sais que quelque temps avant, je pense que Sami Badibanga avait eu des problèmes avec l'UDPS par rapport à son appartenance à ce parti, notamment dans le passé lorsqu'il fallait obtempérer à l'interdiction de l'UDPS de participer au Parlement, chose qui n'avait pas été faite. Il y a eu des correspondances disant qu'il avait été exclu au Parlement. Je laisse cette question-là à l'UDPS, mais lorsqu'on a vu par la suite Sami Badibanga se positionner comme opposant et vraiment vivre en tant que tel, nous avons autrefois, lors du forum de Gorée, converger tous les opposants à pouvoir faire un bloc commun avec la société civile pour pouvoir faire face à la situation de Kabila. Mais on a vu que au cours de ce forum, un des points importants, c'était de dire que nous allons suivre strictement ce que la Constitution demandait et qu'il n'était pas question de pouvoir participer à cet accord, à ce dialogue qui n'était pas déjà populaire et qui ne cadrait pas et qui était en train d'être organisé en dehors de la résolution 2277 telle que c'était prévu. Mais Sami Badibanga, avec Vital Kamerhe, qui ont été membres du Front citoyen, ont dévié par rapport à cet objectif et s'y sont retrouvés. Donc par rapport à cette situation, je considère donc que le fait que Sami Badibanga soit positionné comme Premier ministre n'engage que la personne qui l'a nommé et ne reflète pas réellement les aspirations des Congolais. Du reste, selon la constitution en vigueur actuellement, le Premier ministre ne peut être issu que de la famille de la majorité présidentielle. Donc cette façon de pouvoir mettre un Premier ministre issu de l'opposition, entre guillemets, ne fait que nous enfoncer dans l'irrégularité que la jeunesse congolaise aujourd'hui est en train de décrier. Mais je tiens à dire que la situation du 19 décembre 2016, elle est toujours ancrée dans les cœurs des jeunes Congolais qui représentent 60% de la population congolaise. Il est question de ce que le président Kabila puisse quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Et c'est ce que le mouvement Bye Bye Kabila est en train de dire. Le mouvement Bye Bye Kabila qui n'engage pas seulement Filimbi, pas seulement Lucha, mais la jeunesse du rassemblement, la jeunesse des autres partis politiques de l'opposition, et qui aujourd'hui, on est en train de le voir, est en train de s'étendre en tache d'huile à travers toute la République.
Eh oui, ben, apparemment, dans ces derniers temps, nous avons eu, même aujourd'hui même, il y a une nouvelle qui nous est parvenue comme quoi il y a eu une réaction de la part de, je ne sais pas si je dois dire l'ex-ministre de l'Information, de la Communication, ou, bon, comme le gouvernement n'est pas encore mis en place, euh, il y a eu une correspondance avec Madame Cynthia McKinney. Ah, Il y a eu des transactions par rapport au lobbying pour conserver le pouvoir, une position là. Bon, un gouvernement sortant, mais le ministre approuve que, entre guillemets, c'est sur Actualité CD que cette info nous est parvenue. Aujourd'hui même, on a lu ça, que Madame Cynthia devait percevoir 448 000 dollars de la part du pouvoir, un compte de 368 000 dollars. de un, c'est une situation qui ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas. Cet État a basé son action essentiellement sur la corruption, sur la mauvaise gouvernance, sur l'impunité. Lorsque l'impunité règne dans un pays, lorsque la corruption règne comme mode de fonctionnement, je ne vais pas m'étonner que de grosses sommes de ce genre puissent être utilisées dans la corruption. Parce que ça, c'est vraiment de la pure corruption et de la corruption vraiment au sommet de l'État. Et c'est encore vraiment déplorable et vraiment déconcertant que aujourd'hui, si nous n'avons pas eu nos élections, il y a quelques semaines, on devait avoir les élections. Le mois qui vient de se passer, le mois de novembre, c'est le mois où on devait avoir les élections. On devait avoir eu les élections en attendant que le 19 décembre, le président de la République puisse partir. Une des raisons pour laquelle on n'a pas eu ces élections, c'est le manque d'argent. Donc, on manque d'argent pour financer les élections, mais on se réserve de grosses sommes d'argent pour pouvoir corrompre des officiels aux États-Unis, pour pouvoir appuyer un gouvernement qui devient impopulaire en interne. Donc, on veut se foutre des Congolais, ne pas résoudre leurs besoins économiques et sociaux, et quand les Congolais se fâchent pour manifester leur mécontentement et que leur colère commence à être efficace et on sent que son autorité est menacée, on utilise encore l'argent des contribuables congolais pour pouvoir aller corrompre des responsables aux États-Unis de sorte à ce qu'ils puissent appuyer ce gouvernement. Ça, c'est complètement inacceptable. Et c'est ce genre de choses, s'il y a des jeunes qui ne le comprennent pas encore, ou s'il y a des personnes au Congo qui ne le comprennent pas encore, c'est pour ce genre de choses que Fred Baouma est allé en prison. C'est pour ce genre de choses que le mouvement Filimbi a eu à être rendu public. C'est pour ce genre de choses qu'il y a le mouvement Lucha. C'est pour ce genre de choses que nous disons bye bye Kabila. C'est pour ce genre de choses que hier à Bunia, des jeunes se sont levés et ont rejoint le mouvement bye bye Kabila. C'est pour ce genre de choses qu'à Kananga, à Goma, à Bukavu, à Gemena, à Kabea Kamwanga, à tous les endroits en RDC, la jeunesse va bientôt, comme en effet boule de neige, se révolter contre Kabila et lui demander de laisser le pouvoir le 19 décembre 2016. Il y a une question que je me pose tout le temps. Mhm. Est-ce que nous ne sommes pas en train de rêver? En train de rêver pourquoi? Tout ce qui se passe au Congo, c'est du vécu déjà à l'extérieur. Parmi nos pays limitrophes, nous voyons le Congo-Brazzaville, Burundi, Angola et tout ça. Les gens ont parlé, ils ont marché, il y a eu de morts, il y a eu de trahison, il y a eu beaucoup de choses et tout ça. Mais le pouvoir n'a jamais changé. Jusque à Burundi dernièrement, on pensait que c'était la fin, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que Filimbi Lucha ne fait pas rêver le peuple congolais d'une chose qui n'arrivera jamais, d'une chose qui ne se réalisera jamais, surtout pas le 19 décembre? Vous ne faites pas rêver. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'on ne fait pas rêver dans le vide. Aujourd'hui, le rêve de la jeunesse congolaise est un rêve bien cristallisé par rapport à la réalité. C'est un rêve qui est lié à une vision de toute une génération, une vision qui sait donner des objectifs bien clairs. La jeunesse congolaise rêve d'un Congo meilleur, mais a pris le temps de pouvoir poser le diagnostic de qu'est-ce qui fait que le Congo ne soit pas bien aujourd'hui.
Et en posant ce diagnostic, elle se donnait le temps de pouvoir analyser la situation. Aujourd'hui, c'est que par exemple, Vital Kamerhe a eu à faire en allant soutenir un dialogue qui était impopulaire alors que tout le monde était contre ce dialogue, ça n'a pas beaucoup surpris la jeunesse congolaise. Parce que dès le départ, quand on avait posé ce diagnostic, quand on s'est dit on doit s'engager nous-mêmes en tant que jeunesse pour pouvoir changer la situation au Congo, une des analyses que nous avions faites, c'est que nous avions des hommes politiques qui étaient tout à fait opportunistes et qui, pour pouvoir remplir leur poche, pouvaient compromettre l'intérêt supérieur de la nation. Ça, on l'avait compris. Donc aujourd'hui, on est en face d'une jeunesse qui a changé de paradigme, qui s'est dit, aujourd'hui, nous avons nous-mêmes pour pouvoir changer ce Congo. C'est-à-dire que la jeunesse, par rapport, par exemple, à l'objectif 19, va militer par rapport à cet objectif au résultat. Ne va pas se dire, ok, nous allons essayer ou nous allons tenter. Non, aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'en veut plus de l'abus de pouvoir, n'en veut plus du manque de respect des délais, n'en veut plus de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, il n'est pas question de pouvoir occuper un terrain de manifestation, y mettre des policiers, attendre le temps de la manifestation, et puis quand le temps de la manifestation est fini, vous retirez vos joueurs et c'est fini. Non, la manifestation ne va pas s'arrêter parce qu'elle était programmée le 26 novembre et qu'elle n'a pas eu lieu et c'est fini. Non, le problème, ce n'est pas la manifestation. Ça, ce n'est qu'une stratégie, ce n'est qu'une tactique. Le problème, c'est les aspirations profondes de la jeunesse actuelle. Je lisais encore dans une revue africaine, le responsable, un des grands responsables au niveau de la Commission des Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies, qui s'appelle Carlos Lopez, qui était en train de parler de l'Afrique, disant qu'il est optimiste. Une des choses qu'il a mentionné, on lui a demandé pourquoi il était optimiste par rapport à l'Afrique. Il dit, mais c'est par rapport à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a une ambition. Et son ambition s'exprime par le fait que cette jeunesse réfléchit différemment par rapport aux générations précédentes. La plupart des personnes qui disent que nous allons échouer se basent sur des paradigmes anciens, où on voyait une jeunesse mener une stratégie et des dictateurs mener une contre-stratégie, ça s'arrête là. Aujourd'hui, la jeunesse a compris et va aller plus loin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que nous avons vu ça dans le pays, de notre pays voisin du Congo, par exemple. Si c'était le cas, la correspondance dont nous venons de parler de Bochab écrivant au gouverneur de province, il leur a écrit en 2015, attendant de leur part des listes complètes des ONG et pouvoir réprimer ces ONG. Voilà, oui. Il n'a pas eu cette réponse. Pourquoi? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a eu une relance le 3 novembre 2016 par rapport à cette lettre de 2015, exactement, oui. Voilà, aujourd'hui, ça doit traduire un malaise, c'est-à-dire que même à leur niveau, ça c'est le ministre de l'Intérieur écrivant au gouverneur de province, avec copie au ministre de Justice, avec copie au président de la République. Ça doit traduire un malaise. Aujourd'hui, un spécialiste analysant juste cette lettre doit se dire non, il y a quelque chose qui est en train de bouger au Congo. La jeunesse tient en haleine, tient au travail et tient en difficulté tout un gouvernement au travers son ministère de l'Intérieur, au travers la présidence, au travers le ministère de la Justice et les gouverneurs de province qui n'arrivent pas à suivre. On leur demande des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a un glissement de terrain. Avant que Kabila pense à son glissement de pouvoir, il y a déjà un glissement de terrain au Congo. Le terrain a changé. La jeunesse est consciente. La jeunesse tient à son avenir. La jeunesse ne va pas lâcher. La jeunesse va aller jusqu'au bout. Donc Kabila est en train de mettre en place un système qui va empêcher aux jeunes de sortir le 19, mais il est en train de rêver complètement. La question n'est pas passer au-delà du 19. La question, c'est la jeunesse tient à l'alternance. Donc elle va aller jusqu'où Kabila va vouloir les pousser pour obtenir son alternance. Docteur Franco, peut-être une dernière question, peut-être que je vais vous poser. Ça va peut-être vous étonner. Il n'y a rien de bon dans la majorité présidentielle. Si vous pouvez citer quelque chose, ne fût-ce que de bon côté de la majorité présidentielle ou du pouvoir actuel, un seul fait, ça sera quoi? Le seul fait que je peux citer de la majorité présidentielle, c'est que
au regard de l'acharnement avec lequel il multiplie les stratégies de répression, les stratégies de musellement de la jeunesse, ainsi de suite, le seul aspect positif, c'est que pour moi, c'est un signe qu'ils sentent déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au Congo. Donc la multiplication qu'ils font des stratégies, des lettres comme celle de Bochab, des discours vraiment les plus ingénieux, entre guillemets, de Mende, de toutes ces stratégies qu'on voit se multiplier des terrains, des matchs sur des terrains de football. En tout cas, cette ingéniosité de la majorité face à la jeunesse, à la population congolaise, me montre que vraiment, il y a un malaise général à leur sein. Ma prière et mon souhait, c'est que ce malaise, ce symptôme qui ne sont pas en train peut-être de bien comprendre, puisse se traduire vraiment en une prise de conscience que les choses ont changé au Congo. La jeunesse congolaise a besoin d'une autre offre politique. La jeunesse congolaise a besoin d'une nouvelle offre qui n'est pas là jusqu'à maintenant. Qu'on arrête d'accuser Filimbi, qu'on arrête d'accuser Lucha. La jeunesse congolaise aspire à quelque chose de mieux et je compte sur la majorité présidentielle de pouvoir comprendre parce qu'aujourd'hui elle est aux affaires, elle est celle qui peut comprendre ces choses et passer la main pour pouvoir que ce processus puisse s'effectuer le plus paisiblement possible. Voilà, ça c'est le constat, le message lancé par le docteur Franck Otete. Un mot de la fin pour tous ceux qui vous aiment, pour tous ceux qui vous avez suivis. Et un mot de la fin pour tous ceux qui espèrent en Filimbi. Et un mot de la fin pour tous ceux qui n'aiment pas Filimbi. Voilà, à vous. Pour tous ceux qui n'aiment pas Filimbi, je commence par leur dire qu'ils doivent s'assurer si réellement ils n'aiment pas la jeunesse congolaise. Parce que Filimbi n'est rien d'autre que porteur des aspirations de la jeunesse congolaise. Lucha n'est rien d'autre que porteur des aspirations de la jeunesse congolaise. Vous avez vu, comme je l'ai dit, la correspondance du ministre Bochab montre vraiment très largement qu'aujourd'hui, le phénomène Filimbi, le phénomène Lucha, c'est un phénomène national. Donc le message que je vais envoyer maintenant à ceux qui aiment ce que nous sommes en train de faire, c'est de dire ne vous fatiguez pas, ne faiblissez pas. Les choses, généralement, quand vous sentez elles deviennent beaucoup plus tendues, ça signifie que vous vous approchez possiblement vers leur fin. Il faut tenir bon jusqu'à la fin. La jeunesse congolaise a des aspirations qui sont légitimes, qui sont normales, qui sont correctes. Ce n'est pas toutes les réactions ou tout l'acharnement de la majorité présidentielle ou toutes les personnes qui peuvent vous faire croire que vous êtes dans la mauvaise voie. On est dans la bonne voie. Nous voulons que notre pays soit un endroit où il fait beau vivre, un endroit où un jeune peut avoir un projet, voir ce projet prospérer et réussir, un endroit où un jeune peut rêver de devenir un pilote et il le devient, un jeune rêve d'être médecin et il le devient, un jeune rencontre ses parents, leur dit j'ai besoin d'aller demain visiter l'Angola et ses parents lui donnent les moyens venus de leur salaire, venus de leur travail pour aller visiter l'Angola quand il le veut. Un Congo qui est interconnecté par des bonnes routes, des bons chemins, un Congo où il fait beau vivre, où les jeunes, nos enfants, ont une bonne alimentation qui puisse contribuer à leur avenir. Voilà ce que je peux dire à ceux qui aiment Filimbi. Et le dernier mot pour terminer par rapport à l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui a passé un cap de l'après-indépendance. Nous avons passé plusieurs décennies de dictature qui nous ont donné beaucoup d'apprentissage et de connaissances sur comment nous pouvons embrasser l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une Afrique qui a changé de paradigme. Nous prenons en charge notre propre avenir et nous allons le plus loin que cela va nous amener. Et ce n'est pas les dictateurs qui sont les derniers survivants des dictateurs que nous sommes en train de voir qui peuvent nous empêcher de le faire. Nous sommes beaucoup plus forts que tous ces dictateurs parce que nous sommes beaucoup plus nombreux que toutes les populations de l'Afrique. Je dis et je vous remercie. Voilà, donc merci Dr Franck Otete. Donc c'est un plaisir de vous recevoir toujours. Vous venez avec des révélations, vous expliquez, vous analysez correctement. Merci, vous êtes encouragé. Donc à très bientôt, les semaines qui suivent plutôt. Nous allons encore vous recevoir ici pour essayer un peu
d'évaluer la situation au Congo. Ainsi dit, merci à vous, vous tous qui nous avez suivis partout où vous êtes. Merci à toi qui étais derrière la caméra, John Mboyo Lifumba. Merci. Au revoir.